aujourd'hui, eh ben, on va entrer dans le vif du sujet avec les personnalités toxiques. Alors moi, je voudrais savoir, hein, est-ce que alors les personnalités toxiques sont partout, hein, dans notre univers, hein, au niveau, personnel, dans la famille, des amis, mais aussi, ah ben, au travail, hein, parce que, on n'y échappe pas au travail. Alors, avez-vous déjà rencontré, sur votre route, sur votre route, des personnalités toxiques? Qui n'a jamais été, confronté à un chef autoritaire, un collègue manipulateur ou colérique, des clients éternellement insatisfaits? Alors effectivement, on est là, on nous dit que, bah, elle est pratiquement certaine d'avoir rencontré, des personnalités toxiques, mais qu'elle n'a pas pu les qualifier. Et tu as l'impression de les insulter, en fait. Je sais pas comment. En tout cas, tu es peut-être dans l'attaque. Alors Alexandra nous dit oui, Djembe, c'est déjà arrivé, Tania oui, oui, pas mal de fois, oui, aussi plusieurs chefs, narcissiques, OK. Aziza, oui, pour Aziza aussi. Donc ça veut dire que les autres n'ont pas rencontré de personnes toxiques. Alex est en train d'écrire. Alors tout le monde a priori, ça veut dire que tout le monde moi aussi, tout le monde oui, tout le monde a priori, oui. Et Juju n'a pas détecté pour sa part, et idem pour, Emmanuel, et ce n'était que des hommes à chaque fois pour Alexandra. Alors Linada a rejoint cette conversation, donc bonsoir Linada. Alors alors qu'on le veuille ou non, bah, les personnalités toxiques nous causent beaucoup d'inconfort, en fait, et ils peuvent vraiment nous nuire et à terme, mettre en péril notre carrière, nos rêves. C'est pour ça qu'il faut savoir, les reconnaître et savoir justement composer. Généralement, on dit qu'il faut fuir les personnes toxiques, mais dans le travail, on me dirait que c'est difficile, quasiment impossible. Donc, c'est pour ça qu'il faut trouver d'autres stratégies pour justement, contrer le manipulateur pour gérer, hein, une personnalité toxique au travail. Sachez que quand on parle alors le terme toxique, c'est pas un terme que j'ai inventé, ça ne vient pas de moi. C'est depuis, 1900 depuis des années 80 qu'on a commencé à parler de personnalité toxique. On dit aussi personnalité pathogène. Alors sachez que ce sont des personnes, ça peut être des personnes négatives, difficiles, mais sachez que d'une manière générale, on peut être une personnalité difficile pour quelqu'un d'autre, hein. Alors, au-delà de la souffrance, de la douleur qu'infligent ces personnes, peut-être que vous vous demandez, je suppose, que faire et comment placer des limites, parce que c'est surtout ça, hein, pour répondre, il faut placer aussi des limites avec ces personnes, en sorte que ces personnes ne nous nuisent pas. En tout cas, le premier conseil que je veux vous donner, c'est de ne laisser personne, mais vraiment personne, prendre le contrôle de votre vie. Et ni votre vie personnelle, mais ni non plus votre vie au travail. Et surtout, n'accordez aucun crédit aux paroles provenant des personnes toxiques. C'est très important parce que les personnes toxiques ont beaucoup on voit qu'ils ont le pouvoir par rapport à la parole, en fait. Et on peut effectivement porter crédit, hein, aux paroles des manipulateurs, des personnes toxiques. Et ce qu'il faut, en fait, c'est surtout se bien se connaître, d'où l'importance de bien se connaître pour ne pas se laisser influencer par ça. Alors, qui est personne toxique ou pas? Hein, qu'est-ce qui fait qu'une personne soit toxique, d'après vous, ou pas?
Parce que, alors, d'après vous, qu'est-ce qui fait que Evita est en train de- Alors, c'est une personne qui manipule, oui. En général, effectivement, les personnes toxiques ont en commun la manipulation, la frustration. Ce sont des personnes frustrées alors, ou bien c'est des personnes qui frustrent. Le manque d'empathie, effectivement, c'est une caractéristique qu'on retrouve aussi chez les personnes toxiques. Parce que les personnes toxiques se mettent difficilement à la place des autres, en fait. Et tout est, en fait, tout pour eux a une allure de jeu de dupe, en fait. Et puis, ils vous rabaissent, et effectivement, on est là, ils vous rabaissent, ils vous dévalorisent. Et ce sont des personnes qui jugent aussi. Bouchra nous dit que ce sont des personnes qui effacent. Alors, je ne comprends pas très bien. Et généralement, Djembe, effectivement, je suis d'accord, hein, ce sont des personnes qui exigent de nous ce qu'elles ne fait pas pour nous. Alors, ce qu'on ne fait pas pour soi-même, en fait. Oui, parce que souvent, en fait, ces personnes-là nous mettent sous emprise, en fait. Et pour Dounia, une personne toxique, elle est toxique à partir du moment où elle ne respecte plus ses propres limites. Effectivement. Mais encore faut-il les connaître et les fixer. Et le dire aussi. Et s'affirmer aussi pour le dire. Alors, c'est aussi une personne qui nous fait douter de ce qu'on veut, qu'on se vaut, effectivement, oui, oui, oui. Ben oui, c'est une personne qui nous dévalorise. Donc, à partir de là, ben, on peut douter de ce que, voilà. Mais en fait, il ne faut pas écouter. Nous insinue qu'on ne veut pas grand-chose, que nos attentes sont sans importance. Effectivement, hein, les personnes toxiques ont tendance à ramener la couverture à eux et à elles, en fait, et justement, elles prennent aussi notre énergie. Et en fait, on est avec les personnes toxiques dans un jeu à somme nulle, en fait. C'est-à-dire tout ce que la personne gagne, vous perdez, en fait. Ce sont aussi des personnes égocentriques. Oui, une des particularités des personnes toxiques, c'est en fait, comme avec l'empathie, manque d'empathie, ce sont des personnes égocentriques, effectivement. Et une personne qui fera tout pour arriver à ses fins. Oui, parce qu'en fait, ce sont des personnes, en fait, moi-même j'ai pu rencontrer, hein, ce sont des personnes qui ont une ambition, mais une ambition qui ne, en fait, qui ne donne pas forcément, qui n'ont pas les moyens de leur ambition. Et en fait, qui voient en vous, ce sont des personnes qui voient en vous ce que elles-mêmes, elles n'ont pas. Moi, en général, je parle de coquilles vides quand je parle de personnes toxiques. Et donc, du coup, cette personne-là va vous vampiriser, vous prendre votre énergie, vous voler vos compétences pour justement à ses propres fins, pour arriver à ses propres fins. Et ça, c'est à l'insu de votre plein gré, en fait. Parce que souvent, en fait, tout commence par un jeu de séduction, en fait. Hein. C'est une personne que vous admirez, que vous allez trouver très compétente, très à l'écoute. Mais ça, c'est un leurre, en fait, que la personne met en place d'entrée de jeu, en fait, pour vous séduire. Et petit à petit, la personne va commencer, dans un deuxième temps, à vous critiquer. Et après, cette personne-là va mettre en place tout un jeu de dévalorisation, en fait. Et donc, effectivement, Bouchra nous donne la précision, c'est la personne toxique cherche à effacer l'autre et voler ses compétences. Effectivement, tout à fait d'accord. Ça ressemble à de la jalousie, effectivement, Héloïse, parce que c'est de la jalousie, c'est de l'envie, en fait. Ces personnes-là vous envient ce que vous avez, en fait. Mais comme vous ne vous connaissez pas et que vous êtes la dernière personne à savoir que vous avez des atouts, que vous avez des valeurs qui sont recherchées, eh bien, et que vous-même que vous piétinez, eh ben, vous les faites voler, en fait. Et Tania dit que ce sont des personnes qui ne respectent pas nos limites, effectivement. Mais on a beau, même si si on ne les fixe pas correctement, on a beau leur dire, en fait, ces personnes n'ont aucun respect, en fait, parce que ce sont des personnes qui ne se respectent pas elles-mêmes. Donc, à fortiori, pour vous, ce sont des personnes qui ne vont pas non plus vous respecter. Ce sont aussi des personnes qui misent devant les faits, sous-entendent que la personne en face est toxique. Oui, on voit souvent chez ces personnes-là, on est là, ce sont des personnes qui soufflent le chaud et le froid. Et on ne sait plus, on ne sait plus quoi penser, quoi faire, parce que cette personne-là va vous dire tout et le contraire de tout. Et à un certain moment, ben, vous perdez les pédales, ben, ces personnes-là vous rendent dingue, en fait. Hein.
et vous perdez tout discernement, et en même temps, comme ces personnes-là vous dévalorisent, alors c'est l'estime de soi qui diminue au fur et à mesure, en fait, jusqu'à ce que ben, vous soyez complètement sous emprise et que finalement, vous ne savez plus hein, quoi faire. Alors, donc c'est pour ça qu'il faut aussi, alors, quelle est la différence entre une personne toxique au travail, type manager et une personne dans notre vie perso? Alors, Émilie, ah bah, c'est la même personne en fait, parce que, le conjoint, la vie personnelle, c'est la même personne qui va au travail, hein. Donc du coup, il y a pas de différence. Seulement en fait, par rapport à l'objectif, le but en fait. On va voir par exemple des gens plus jouer plus, être plus toxiques au travail parce que, c'est des personnes qui vont miser plus au niveau de leur, ambition au niveau professionnel. Mais c'est la même chose parce qu'en fait, ce qu'il y a il faut savoir que la personnalité se construit dès l'enfance. Hein, rappelez-vous ce que je vous ai dit, entre 0 et 6 ans dans l'enfance. Et ces personnes-là, en fait, ont des comportements à ce, à ce qu'elles ont connu en fait dans l'enfance. Et comment ils arrivent à gravir les échelons? Alors, ils arrivent à gravir les échelons parce qu'en en fait, ils ont compris le système. Ils comprennent en fait le système. Et il faut savoir aussi que au niveau du système français, euh, bah, qui est fait avec des évaluations, ben, le système français valorise en fait le comportement toxique au travail. Et donc, justement, et les personnes toxiques en fait sont même favorisées en fait par rapport à ça. C'est le système d'évaluation et le système français qui veut ça. Hein. Si vous pouvez rechercher là-dessus, hein, c'est faire des recherches là-dessus. Hein. Comment on valorise. Regardez, prenez l'exemple en fait de, bah, de France Télécom, hein, qui est Orange maintenant, où il y a une vague de suicides. Ben, ces personnes-là, Air France, ces personnes-là avaient été choisies, embauchées pour justement faire le sale boulot en fait. Et ce sont des personnes, en fait, qui présentent bien, qui, je dis que ce sont des gens qui ont le contenant, mais pas le contenu, en fait, et qui font illusion. Et on ne voit pas forcément clair dans leur jeu, hein. Même au niveau de la direction, du niveau de la hiérarchie, hein. Voilà. Et ils arrivent à graver des échelons comme ça. Parce que le système, à la base même, est pernicieux, en fait, et favorise le management toxique, voilà. Donc ils arrivent comme ça à gravir les échelons. Hein. Alors, petite précision, par exemple, c'est pas parce qu'une personne est colérique et se met en colère une fois ou, ou vous attaque une fois que ça fait de cette personne une personne toxique. Hein. Si une personne réagit violemment, parce qu'on a vu que tout, maintenant, c'est devenu un peu à la mode et galvaudé, donc on met tout sous le compte de la toxicité. Ah, il faut bien savoir reconnaître un caractère isolé ne fait pas une personne toxique, en fait. Hein. Parce que les personnes toxiques ont tendance à persévérer en fait dans leur comportement, dans leurs attitudes, et parce qu'en en fait, vous savez, il y a des gens qui peuvent avoir des comportements difficiles au travail, et après, quand on va les voir, ils reconnaissent en fait que ben, qu'ils ont été très trop loin. Ils vont s'excuser. Mais les pervers, en fait, les manipulateurs, ben, ils ne se rendent pas compte parce qu'en fait, déjà, ils pensent que tout le monde, manipule, en fait. Donc ils peuvent pas alors toxique, oui, ça veut dire manipulateur aussi, oui, c'est le terme qu'on peut utiliser aussi. Heu, alors, oui, pourquoi le management favorise? C'est le système qui est à la base, c'est le système qui est composé, qui est fait ainsi, en fait, sur, un système d'évaluation qui favorise, en fait, les personnes, en fait alors
Bah, je vous explique, hein. Après, on pourra revenir là-dessus par rapport au management, puisqu'on verra le management, c'est vendredi qu'on voit le management. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que pour vous expliquer comment ce processus-là qui favorise, c'est le principe de Peter. Tout salarié est envoyé à sa zone d'incompétence. Quand on est bon technicien, quand on est bon employé, eh ben, on va gravir les échelons. On gravit les échelons parce on est bon technicien, on est bon dans ce qu'on fait. Sauf qu'en fait, le manager ne s'improvise pas en fait, parce que c'est un métier qui demande d'autres compétences. Et le plus souvent, les managers eux-mêmes ne sont pas formés au management. Ils reçoivent un jour, 2 jours, 3 jours de formation, tout au plus. Et souvent, en fait, parce qu'il faut vraiment bien connaître les personnes. Et il faut déjà avoir travaillé sur soi-même, en fait, pour pouvoir prendre en charge les personnes. Et souvent, ben, on a affaire à des gens qui sont dans leur propre insuffisance, qui ont leur propre névrose, qui ne se connaissent pas bien et ben, qui font des dégâts parce ils ont progressé uniquement parce qu'ils étaient bien dans leur travail, mais qui ne sont pas formés. Et alors, eux aussi, à leur tour, ils reçoivent aussi des pressions au niveau de leur management et font baisser la pression, en fait. Voilà. Et donc, c'est pour ça que ça fait. Donc, c'est le système d'évaluation qui est un peu comme ça en France, qui est basé beaucoup sur bah, les savoirs en général, sur les diplômes aussi. Donc, on va grimper parce on a un niveau, alors que forcément, on n'a pas forcément les compétences. Et quand on parle bien, on présente bien, ben, ça passe. Mais en attendant, on est toujours sur le plateau des autres. Alors l'évaluation n'est pas la seule cause, non, je suis d'accord, c'est pas la seule cause. Il y a aussi, bah, les nouvelles technologies aussi.
Alors, j'ai pas compris la question. Est-ce que ce comportement cible une personne en particulier ou c'est pareil pour tous? En fait, et après, je vous invite à me poser les questions enfin, puisque comme ça, je vais avancer un petit peu et pour vous donner en fait la manière d'identifier, hein, voilà, le manipulateur, les personnes toxiques en fait. Alors, pour ça, je vais vous faire le portrait robot du manipulateur. En fait, ils ont en commun certaines choses, en fait. Alors, la première des choses, il faut être à l'écoute, en fait, de ce qu'on ressent. Parce que généralement, on ressent un malaise. On a des signes, mais c'est parce on ne s'écoute pas, en fait. Mais on ressent un malaise face au manipulateur. Parce que, est-ce que vous avez jamais eu, justement, ce sentiment-là, avoir parlé, quand vous avez terminé de parler à quelqu'un, vous avez l'impression d'être vidé de votre énergie, que vous vous sentez pas bien subitement? Ben, ça est-ce que ça s'est arrivé, hein, pour vous? Pour certains d'entre vous? Parce qu'en fait, ils sont énergivores, en fait, oui et il faut être à l'écoute, en fait et souvent, on n'est pas à l'écoute de ses émotions. Ça sert à ça, rappelez-vous ce que je vous ai dit que nos émotions, ce sont des messagers. Les émotions nous informent ce que de quelque chose. Il faut être à l'écoute, en fait, de ses émotions, mais aussi de son corps, parce que le corps ne ment jamais et généralement, on fait fi de cette information, hein. Et on voit on sent les premiers signes, mais on ne s'occupe pas vraiment. Alors, si on devait faire un portrait robot du manipulateur, d'abord, il se sent grand et puissant. Il est dans la toute-puissance. En fait, pour lui, il a tout réussi. Il est heureux, il a réussi partout, dans toutes les sphères de sa vie, en fait. Et quand il vous parle, vous avez l'impression que, ouh, waouh, en fait, c'est une personne. Et c'est pour ça qu'en entretien, par exemple, si on recrute, ben, on va pas le voir, en fait. Alors, parce que si, effectivement, même, il faut savoir que le système de recrutement n'est pas fait pour détecter, parce on utilise en fait l'entretien. Et pourtant, l'entretien, c'est pas un moyen pour détecter les personnalités. On a ce qu'on appelle une validité de face avec l'entretien. Puisqu'en fait, la personne apprend à se présenter, voilà, il va bien se présenter sous son meilleur jour, et voilà, mais on voit rien en fait. Donc et c'est ce qu'on recherche. Tandis que dans les autres pays, ben, il y a un système quand même qui est plutôt plus basé sur les compétences, le savoir-faire. Et il y a alors, c'est pas vraiment alors, on fait des tests de personnalité, mais c'est pas pour prédire en fait la performance de quelqu'un, il faut vraiment le mettre en situation en fait. Il faut la mettre en situation. Et dans les autres pays, on fait plus de mise en situation qu'en France. Alors, ça veut dire qu'il y a des procédés complètement irrationnels qu'on utilise, voire la graphologie, je sais pas moi, la graphologie, l'hématologie, des choses comme ça, hein, surtout la graphologie, alors que ça n'a donné aucune, au niveau scientifique, c'est pas du tout valable en fait. Voilà. Il faut plus de mise en pratique, en fait, pour voir vraiment les compétences et voir, par exemple, en situation de management, comment la personne est. Pour l'instant, ben, c'est très coûteux, ça, hein, à mettre en place. Voilà. Donc, ils sont dans la toute-puissance. Ce sont des séducteurs, mais c'est qu'une façade, puisqu'après, quand on gratte un peu, ben, on se rend compte qu'il y a rien, en fait. Alors, on dit en fait que les personnes toxiques mènent une double vie. Une double vie au sens qui va les personnes, toxiques vous disent tout et son contraire, en fait. Ils soufflent le chaud et le froid, rappelez-vous. Ils se présentent à la fois comme sympathiques, mais aimables, élégants, ils sont beaux, mais vraiment, ils se sont des séducteurs, mais c'est qu'une façade, en fait. Ensuite, ce qu'on va retrouver aussi, c'est ils portent surtout de lourds fardeaux. Rappelez-vous, je vous ai dit que c'est souvent dans l'enfance, en fait, que ça s'est joué, hein, très tôt dans l'enfance. Alors, il y a plusieurs hypothèses à ça, hein, que les psychologues, les psychothérapeutes ont trouvé. Généralement, les pervers, les personnes qui ont développé une personnalité toxique par la suite, ben, ils ont grandi dans une atmosphère de compétition où il fallait être toujours le meilleur, heu, il fallait être meilleur, donc il y avait une compétition, voilà et c'est surtout en fait, il y avait aussi l'amour conditionnel.
C'est-à-dire que les parents conditionnaient l'amour avec la réussite. Il faut avoir des meilleures notes. Et souvent, ça développe en fait des personnes pervers narcissiques, des pervers, des manipulateurs, des personnes toxiques en fait. Et en fait, ils portent de lourds fardeaux en général. Et en fait, comme je le disais, ils cherchent à vous faire peur, ils sont énergivores et on ressent justement ce mal-être-là parce qu'effectivement, ils sont mal dans leur peau, mais ils ne le montrent pas. Ce sont des masques, ils portent un masque en fait et ils pensent même que tout le monde est comme ça. Ils éprouvent de l'envie. Alors, sachez que le manipulateur, il ne s'attaque pas à n'importe qui. Il recherche les gens en général qui sont bien. Alors, en fait, voilà le portrait robot, les 4 caractéristiques qu'on va trouver chez le le les pervers, les personnes toxiques. En fait, ils sont grands, ils se sentent grands et puissants, ils mènent une double vie, ils portent de lourds fardeaux et puis ils éprouvent de l'envie, hein, parce qu'ils vous envient, vos capacités, vos compétences. Alors effectivement, c'est la question généralement qu'on me pose, hein. Est-ce qu'on est soi-même manipulateur? Parce qu'on se dit à ce stade, en fait, est-ce qu'on n'est pas un peu tous manipulateurs? Est-ce que moi-même, je ne suis pas manipulatrice ou manipulateur? La question, la réponse que je vais vous donner, vous vous en doutez peut-être, est-ce qu'on est tous manipulateurs? Ben oui, effectivement, on est tous manipulateurs. Alors les plus grands manipulateurs, ce sont les parents. Parce que les parents, quand ils vont bah, vous faire, il faut manger, en fait, c'est pour votre bien, en fait, hein. En général, c'est pour votre bien-être, ou alors pour réaliser leurs propres rêves, en fait. Bah, tu seras bah, pour faire tel métier eux-mêmes, ils n'ont pas pu faire, en fait. Donc voilà. Et c'est pour ça hein, qu'en général, bah, si vous voulez pas manger si tu veux pas manger ta purée, eh ben, on va essayer de manipuler, hein. Les parents vont essayer de manipuler voilà. D'abord, ça commence par là. Mais en fait, on est tous des manipulateurs, mais ce qui change, c'est l'intention qui compte. L'intention. Si on a une intention positive ou négative, et généralement, les manipulateurs ont une intention négative, au sens où bah, ils veulent vraiment, c'est à leur propre, ils veulent, en fait, c'est leur propre fin, en fait. Donc c'est pour ça qu'en fait, alors il y a autant de sachez qu'il y a autant de manipulateurs, de personnes toxiques au niveau des femmes que ça peut concerner autant les femmes que les hommes, en fait. Alors, on peut pas dire que oui, mais il y a que des hommes manipulateurs et les femmes, voilà, non, c'est pas du tout ça, hein. En général, hein, quand on dit «elles» parce que ce sont les personnes, quand on parle, mais sachez qu'il y a pas de sexe, hein. C'est kiff kiff comme dirait Dembélé. Alors, c'est peut-être plus discret chez les femmes. Dans le management, on a vu que chez les femmes, ça faisait le plus de dégâts, hein, vous savez. Donc, vous voyez, donc plus discret, ça dépend, hein. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu le cliché des personnes toxiques en tant que femmes. Ça fait énormément de dégâts hein, au niveau du management, surtout. Donc, je ne sais pas s'il y a vraiment un sexe, hein, non. Les femmes peuvent être vraiment très redoutables, effectivement, Tania. Je suis d'accord. Alors, comment opère le manipulateur? Alors, on l'a dit, hein, il opère par la séduction. Il va vous séduire, hein, voilà, et progressivement, il va passer par la critique, ensuite par la maltraitance. Et voilà. Donc, en fait, comment les identifier, hein? Ben, généralement, ils soufflent le chaud et le froid, et on sent chez eux vraiment une envie ben, toujours de vous dévaloriser. Est-ce que ça se guérit?
Ah ben non, malheureusement, en fait. En général, le manipulateur ne se remet jamais en question, en fait. Ah, il pense même que, ben, que tout le monde est comme ça. Donc il se remet pas. C'est très difficile à un manipulateur de se remettre en question. Donc généralement, il ne change pas. Par contre, c'est à vous de changer, par contre, parce qu'il va pas changer. Alors généralement, on dit que, ben, que pour justement contrer le manipulateur, il faut devenir soi-même manipulateur. Et du coup, connaître les techniques aussi des manipulateurs. Pour justement, une fois qu'on a identifié une personne en tant que manipulateur, eh ben, il faut le prendre un petit peu par son propre jeu. Alors le mensonge, oui, le mensonge est un outil, parce que généralement, les manipulateurs utilisent beaucoup la flatterie. Alors, ce sont des gens qui flattent, hein, c'est une façon aussi de les reconnaître. Ils vont beaucoup vous flatter, ils sont beaucoup dans le mensonge. Et tout prend une allure de jeu de dupe avec les manipulateurs. Parce qu'ils mentent énormément. Ils dissimulent la vérité, en fait. On a l'impression que ils peuvent vous parler, mais vraiment, et vous dire vraiment quelque chose, et vous avez vraiment l'impression que cette personne-là vous dit la vérité. Alors, les techniques pour les contrer. Déjà, il faut déjà, le plus, il faut déjà apprendre à se mieux se connaître, en fait. Savoir ses besoins. Parce que si vous ne vous connaissez pas vos propres besoins, le manipulateur, lui, il connaît vos besoins, en fait. Parce que c'est quelqu'un de très observateur, en fait. Et il a ça, et on a l'impression que, comme il observe beaucoup, on a l'impression qu'il s'intéresse à vous. Parce que, et alors qu'en fait, il est juste en train de s'intéresser à vous, mais plus pour vous connaître et plus après pour vous manipuler. Donc déjà, il faut vraiment connaître ses besoins, en fait. Ça, c'est très important. Se connaître, avoir déjà, c'est un travail sur soi d'ailleurs qu'il faut faire. Se connaître, avoir une bonne estime de soi, avoir réparé ses blessures, ses propres névroses aussi. Parce que c'est surtout ça qui empêche, qui vont faire que vous êtes une proie pour le manipulateur. Parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le manipulateur cherche une proie. Et s'il voit en vous une faiblesse, il va le ressentir en fait. Alors, il y a des gens qui sont plus manipulables que d'autres. Et on a aussi des moments où on est plus fragile, on peut avoir des moments où on est plus fragile qu'à d'autres moments, en fait. Tout dépend, en fait, des circonstances. Moi, je vois beaucoup de personnes qui sont fragilisées parce que souvent, ben, ça se passe mal dans leur vie personnelle. Ils sont pleins de divorces, ils ont des problèmes euh, personnels, et ça les fragilise, en fait, et ça laisse la poids. En fait, oui, effectivement, le manipulateur, il cherche des failles. Et en fait, et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des portes ouvertes que vous laissez au manipulateur, et là, du coup, il s'engouffre dedans. Et donc, du coup, quand on se connaît bien, quand on a réglé ses problèmes et tout ça, ben, ce sont des portes qu'on ferme aussi aux manipulateurs. Parce que moi, je dis toujours, on n'attaque pas la force. Et la force, c'est la force intérieure, en fait. Et donc, il faut persévérer aussi dans ce qu'on fait, parce que finalement, au départ, il faut résister, hein, il faut persévérer, parce que quand il voit, parce que la hantise du manipulateur, c'est se faire, on va dire, c'est si on le détecte en fait. Donc, du coup, c'est ça sa faiblesse en fait. Il a toujours peur, il a cette hantise-là de se faire démasquer. Et donc, du coup, et c'est pour ça qu'il faut persévérer, hein. Il faut résister, et à un certain moment, il va fuir en fait. Alors pour les plus, on va dire, pour les moins, mais il y a les plus récalcitrants aussi, hein. Et on a l'impression qu'on peut laisser sa peau, parce que ça peut durer pendant longtemps en fait. Ça peut être une lutte, mais en fait, il ne faut pas lutter en fait contre le manipulateur. Il faut se prémunir par une communication. Ben, il faut être, voilà, donc il y a et effectivement, ce qu'il faut, c'est ne pas donner aussi le bâton pour se faire battre. Et souvent, on donne le bâton pour se faire battre. Oui, la communication s'est élevée, mais en fait, il faut surtout employer une communication très laconique, où on ne veut pas dire grand-chose. Si par exemple quelqu'un essaie de vous dire, voilà, ben,
en train de vous critiquer, vous dire: «Oui, mais ah, c'est bien toi, tu fais toujours, je sais pas moi, il vous dit, «Tu fais toujours n'importe quoi», et là, il faut juste répondre: «Ben, c'est ton avis, c'est votre avis ou c'est ton opinion». Il faut pas trop rentrer ni dans la justification, ni en fait dans des paroles trop excessives, en fait. Il faut justement, être très laconique, très, très bref et surtout pour se prémunir aussi du manipulateur, ce qu'il faut c'est pas, comment dirais-je? Pas dire beaucoup de sur soi. Ne jamais parler de sa vie privée et c'est pour ça que quand on ne sait pas d'emblée, beh, il faut se protéger. Alors se protéger, ça ne veut pas dire qu'on doit rester dans la méfiance, hein, mais surtout, prudent. Il faut apprendre à soi-même à détecter, les personnes qu'on a autour de soi et là encore, bah, c'est la connaissance de soi qui permet quand on se connaît mieux, eh ben, on connaît aussi l'autre aussi et vous allez le sentir, aussi être à l'écoute de vos émotions aussi. C'est comme ça qu'on arrive à identifier autour de soi le manipulateur. Après on met en place des techniques au niveau de la communication, mais on met surtout en place des techniques pour se protéger et il faut être persévérant, hein. Il faut résister, mais surtout, ne pas rentrer dans une guerre, dans une lutte, en fait, contre, le manipulateur et la contre-manipulation, justement, consiste à ça, en fait. Parce qu'en fait, comment il opère le manipulateur? Ben, en fait, il cherche à prendre le contrôle sur vous et à vous mettre en sous emprise, hein, pour exercer son contrôle, voilà, voilà et c'est pour ça qu'il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là. Quand on est quelqu'un qui cherche la reconnaissance, eh beh, souvent on peut tomber dans le piège des manipulateurs. On voit aussi, les personnes les plus vulnérables, certaines personnes sont plus vulnérables, hein, aux manipulateurs que d'autres. C'est par exemple les gens qui sont en phase de transition, qui sont en train de changer leur vie, souvent, bah, qui sont en train de vivre leur rêve. Ça, ce sont des gens qui peuvent être plus, vulnérables, hein, qui veulent à tout prix, là et qui sont prêts à faire entrer n'importe qui et accepter parce qu'ils sont beaucoup dans leur rêve, hein. Il y a aussi, l'éducation, hein, si on a soi-même été, marqué par cette blessure-là de l'humiliation, dès l'enfance, on a été très très souvent humilié, harcelé parce que, il faut comprendre aussi que dans le profil des personnalités, toxiques, on trouve le harcèlement, hein, le harceleur, il fait partie aussi le narcissique, les pervers narcissiques, mais d'une manière générale, les personnalités toxiques, bah, c'est le même traitement qu'il faut, parce qu'ils ont en commun la manipulation. Alors déballer aux affaires, déballer les affaires personnelles. Ah d'accord, OK. OK, oui, 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 c'est un procédé, hein, chez le manipulateur, hein. Il va effectivement vous humilier, vous rabaisser mais vraiment en pleine réunion, hein et voilà et vous ne saurez pas vous défendre parce qu'il le sait aussi que vous êtes gêné, que vous n'arrivez pas à le faire. Donc, il a déjà observé en fait ce qu'il peut pratiquer chez vous, hein. Il le fait jamais, c'est jamais un hasard, hein, en fait. Il sait qu'il peut le faire. Et souvent, en fait, ce qui arrive, c'est que quand les gens sont soit en coaching avec moi ou que j'ai des patients et les gens sont en train de changer. Et le manipulateur, eh ben, il peut être rapidement déstabilisé parce qu'il ne sait pas qu'il y a une force par derrière et que la personne est en train de prendre des forces. Et là, souvent, quand on s'attaque au manipulateur avec des vraies armes, quand on essaie vraiment de renforcer parce qu'on a changé, eh ben, il est déstabilisé, on arrive rapidement à le déstabiliser en fait. Et c'est une victoire. Mais dans un premier temps, le manipulateur vous met un genou à terre, hein. Moi, je rencontre souvent, il y a souvent des personnes qui viennent me voir, mais ils n'ont même pas commencé à parler que les larmes commencent à couler tellement le manipulateur détruit. Mais ce qu'il faut, c'est pas forcément rentrer dans une lutte. Il faut vraiment pas rentrer dans une lutte, il faut agir sur des leviers, en fait. Il faut se connaître soi-même et savoir contre-manipuler. Parce qu'en fait, la faiblesse aussi du manipulateur aussi, c'est qu'il veut être bien vu aussi. Donc, il va faire ça, il agit, mais sans le regard des autres. Et c'est pour ça qu'il faut pas rester isolé. À partir du moment où on va mettre une tierce personne dans le processus, ben, le manipulateur, il a de fortes chances qu'il fuit, en fait. Parce qu'il veut vous prendre, mais vraiment à deux, en fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas rester isolé.
Donc, ce qu'il faut aussi comprendre que c'est le manipulateur, il a une grande capacité d'écoute, d'observation, mais pour autant, il n'est pas du tout empathique. Il ne sait pas se mettre à la place des autres. Et il croit que ce qu'il est, en fait, tout le monde est lui, en fait. Et il est vraiment dans l'erreur, en fait. Parce qu'il a vraiment aucune considération pour les autres, hein. Et si vous doutez encore le fait de savoir si vous êtes manipulateur ou pas, ben, je vais vous rassurer. Le seul fait que vous soyez là, que vous travaillez sur vous, à votre développement, ça signe que vous n'êtes pas manipulateur. Parce qu'en fait, le manipulateur, il ne travaille pas sur lui. Il ne cherche pas à développer sa personnalité. Au contraire, il va plus chercher, s'il lit un livre, il va plutôt chercher un livre pour pouvoir avoir encore plus de techniques. Parce qu'effectivement, il existe encore des techniques dans les livres, hein, aussi. Donc, pour renforcer sa manipulation. Alors, ne pas lutter contre le manipulateur, c'est quelque sorte se rendre, se soumettre et laisser gagner. Ah non, je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord dans la mesure où c'est pas comme si vous allez vous affronter. Enfin, parce que le manipulateur, il faut que vous sachiez que le manipulateur, il n'a pas commencé à être manipulateur juste avec vous, hein. Ça veut dire qu'il a commencé à apprendre ben, dès l'enfance très tôt. Il n'a pas été cherché dans les livres, hein. Donc, il sait comment vraiment manipuler parce qu'il a commencé à manipuler ses parents parce que, en fait, le c'est le besoin d'amour, en fait. Sa motivation, c'est parce qu'il cherchait l'amour et comme il a eu de l'amour conditionnel, donc il a tout mis en œuvre, il a développé cette capacité-là parce que c'est comme ça qu'il a développé, en fait, ses talents de manipulateur. Donc, il est vraiment rodé, hein. C'est un expert en manipulation, hein. Tout ce que vous allez faire vous-même, c'est que vous allez apprendre à contre-manipuler, mais vous ne serez jamais fort comme le manipulateur. Et en général, on laisse des plumes avec le manipulateur. Moi, je vous conseille à personne de lutter contre le manipulateur, à moins que vous soyez vous-même manipulateur et que vous soyez plus fort que le manipulateur. Et ça, c'est vous qui le savez, en fait. Mais si vous êtes une bonne personne et si vous considérez que alors, ça va être épuisant, mais contre-manipuler, c'est savoir aussi ne pas répondre, ne pas savoir gérer ses émotions, ne pas rentrer dans la colère, parce que le manipulateur, il vous pousse dans ses retranchements, il vous fait vous mettre en colère. Et si vous l'ignorez, en fait, c'est la meilleure arme, en fait. C'est ça. Quand je parle de résister, c'est au contraire, quand vous ne dites rien, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit hein, pour lutter contre le manipulateur. Le seul fait de l'ignorer, parce que son grand besoin, c'est de se faire aimer, ben, vous le déstabilisez déjà. Moi, je me souviens, hein, j'avais moi-même, en tant que psychologue, une autre psychologue qui était manipulatrice. Et ben, moi, j'avais mis en place, ben, j'avais compris hein, qu'elle était vraiment très narcissique et ne supportait pas que je l'ignore. Et ben voilà, et ben, pourtant j'ai résisté et finalement après, c'est ça en fait. Ouais, en fait, il faut pas se laisser piéger en fait par le manipulateur. Tout de suite, il faut que vous sachiez vous fixer vos limites en fait. Là où le seuil à ne pas franchir en fait. Un manipulateur n'a donc ni remords ni regrets. Ben non, 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 parce qu'il est dépourvu d'empathie en fait. Donc il sait, ben non, il n'a pas de remords, il n'a pas de regrets. Si vous voyez quelqu'un avoir des remords, là, c'est pas un manipulateur en tout cas. C'est pas, il manipule, mais c'est pas au sens homme, c'est pas une personne toxique en fait. Alors oui, il faut savoir dire non, parce qu'il faut savoir s'affirmer. Parce que toutes les personnes qui ne savent pas dire non, qui ont un problème d'affirmation de soi, ben c'est la proie vous êtes la proie de manipulateur quand vous ne savez pas dire non, quand vous ne savez pas fixer vos limites en fait. Et ça s'apprend en fait. Ça s'apprend, on bouchera. Ça s'apprend, mais ça s'apprend vite en fait, hein. C'est pas forcément avec le temps, hein. Moi, dans mon cabinet, souvent, les gens qui ne savent pas dire non, bah, quand ils ressortent, bah, à le travail qu'on fait après, ils savent, hein, ils sont les premiers à voir qu'ils ont changé, en fait. Ils apprennent à dire non, à fixer des limites. Oui, parce qu'en fait, le manipulateur, il voit dans vos yeux, en fait, si vous avez peur de lui, hein. Il voit dans vos yeux, il voit. Généralement, on en a peur et il le voit, en fait. Donc effectivement, quel plaisir quand on le recroise et ça et effectivement, vous n'avez pas d'émotion, en fait. Il le voit, en fait. Et oui, par timidité et c'est pour ça qu'il faut travailler sa personnalité pour justement ne plus avoir peur des autres, pour oser dire apprendre à oser, mettre des limites.
Oui, Tania, oui, effectivement, tout est une question d'émotion, d'état d'esprit. En fait, quand on pratique sa routine et quand on est zen, ben, le manipulateur, il ne peut pas vous attaquer, hein, parce que vous n'êtes pas dans un état d'esprit, parce que souvent, il veut, en fait, il veut surtout vous faire sortir de vos gonds, sortir de vos retranchements et vous faire tomber dans la colère, en fait. Et là, il a gagné, hein, quand vous êtes en colère, quand vous commencez à crier et tout ça, à répondre et tout ça, à l'insulter, il a compris qu'il a gagné ce qu'il veut, en fait. Alors, ce qu'il faut aussi, par rapport à aussi, il faut de face au manipulateur, il fait en sorte que ça reste entre vous, en fait. Donc il faut faire en sorte de tout mettre par écrit, en fait, d'être très procédurier aussi avec un manipulateur. Voilà. Ça aussi, c'est important aussi de mettre en place, des et ça, de toute manière, il va vous même s'il vous demande de ne pas le faire, il faut continuer à le faire, à tout écrire, à tout consigner. Ça aussi, c'est important aussi de mettre ça en place. Oui, il faut que tout soit fort. Ça, c'est vraiment comme ça qu'on qu'on se protège aussi du manipulateur et qu'on le pousse à la faute, en fait. Donc, c'est pour ça que je veux dire, c'est pas forcément épuisant, hein, parce que en général, quand vous savez vraiment qui vous êtes, quand vous avez vraiment un bon travail sur vous, généralement, en fait, le manipulateur, il vient pas. Il vient souvent parce que vous avez une faille, parce que vous avez une porte ouverte, que vous êtes en situation de vulnérabilité pour des raisons ou pour d'autres, parce qu'on peut passer des moments difficiles dans sa vie. Et c'est là qu'on fait la rencontre, hein, du manipulateur, du pervers narcissique, d'une personnalité toxique. Et c'est vrai qu'on pense qu'on ne veut pas le faire parce qu'on se dit, voilà, ça me prend trop de temps, mais dès que vous avez repéré qu'une personne a, il faut commencer. Et souvent, ça peut suffire, hein, quand vous commencez à mettre par écrit. La deuxième chose aussi, c'est ne pas s'isoler, mettre une autre personne dans la boucle, en fait. Ça aussi, c'est une manière de contrecarrer. Et souvent, alors quand on a une faiblesse d'estime de soi, on a l'impression que c'est soi. Donc du coup, on n'ose pas aller dire, parce qu'on se culpabilise. Et ça aussi, ça c'est qu'on a la tendance à justement à se culpabiliser. Ça, c'est une personnalité qui attire aussi, parce que on met toujours la faute sur soi. Donc ça c'est quelque chose qui se travaille également, pour ne pas avoir ce sentiment de culpabilité, parce que c'est dans l'enfance qu'on a pris ça également. Et donc, automatiquement, on donne le flanc au manipulateur avec toutes ces faiblesses, en fait. Ah, rappelez-vous, je vous ai dit qu'il fallait guérir son enfant intérieur, en fait. Alors, c'est pas le fait de faire ébruiter les choses, hein, parce que sinon on va se victimiser. C'est pas le fait de se victimiser. En aucun cas, il faut se victimiser devant le manipulateur, hein. Parce que généralement, quand on commence à dire à tout le monde, ouais, il m'a fait ci, ça, on est dans la victimisation, hein. Faut pas tomber non plus dans ça, hein. Attention, hein. C'est que, par exemple, si par exemple le manipulateur vous dit quelque chose en aparté, ben, vous faites venir quelqu'un. Moi, je me rappelle une fois, toujours avec cette personne-là que j'avais tout de suite compris que c'était une personne manipulatrice et qui était une coquille vide, hein. Donc, du coup, eh ben, qui m'a demandé certaines choses. Je lui ai dit, bah, on va voir avec la direction, hein. Et moi, j'ai organisé rapidement et je venais d'arriver dans la société, j'ai organisé une réunion avec la directrice. Et puis voilà. Et là, de toute manière, il fallait qu'elle vienne s'expliquer. Et là, franchement, elle a dû parler, hein. Ouais, j'ai simplement dit, ben, t'en as trop dit ou pas assez, donc il faudrait que tu expliques là, mais non. Donc, ne pas tomber, dire les choses, mais ne pas tomber dans la victimisation, ça c'est important. Alors, le pervers narcissique, c'est une personnalité aussi toxique, hein. Quand on parle de pervers narcissique, parce on veut montrer que ben, derrière ça, il y a un côté narcissique en fait, qui là aussi c'est dans l'enfance, au sens du mythe, voilà, vous connaissez le mythe grec, hein, de Narcisse qui est tombé amoureux de sa propre image. Ben, pour le pervers narcissique, ben, en plus d'être toxique, d'être méchant, en fait, tout part d'une faille au niveau narcissique parce que ben, tout est dans l'apparence. C'est quelqu'un qui est souvent dans l'apparence, qui veut toujours se montrer très bien. Et aussi, c'est une faiblesse, en fait. Et donc, voilà, c'est une personne qui va miser beaucoup sur le côté narcissique.
parce que, qui veut toujours donner une bonne image, en fait. Et tout à l'heure, que je vous disais, qui ne qui est toujours dans la reconnaissance. Mais là aussi, c'est une personne qui est, si on creuse bien, c'est une personne qui est dépendante sur le plan affectif, parce que qui est dépendant au regard des autres, qui veut toujours bien se faire voir. Et pour arriver à ses fins et pour pouvoir, parce que c'est une angoisse en fait qui va générer ça, eh bien la personne va développer, bah, des attitudes, perverses par rapport à ça. Mais après, c'est un mot qui est très galvaudé parce que, ben, on dit, on parle de PN, de pervers narcissiques et tout ça, mais ce qu'il y a, c'est je vois aussi beaucoup de masos, hein, des personnes qui donnent le flanc, hein, en termes de face à ça et qui disent, et à tous les coups, «Ah oui, mais c'est un pervers narcissique, il doit» ouais, là où il y a, pervers narcissique, il y a un maso, hein, qui est, par là, hein, donc il ne faut pas être le maso et ça se travaille, en fait, pour ne pas être, c'est peut-être parce qu'on porte le masque du masochisme de la blessure de l'humiliation et ça se travaille encore. Le narcissique, il séduit, tout comme le manipulateur, ça va tout, un maître de l'illusion, hein, heu en fait, vous avez l'impression que ces personnes à qui tout réussit, hein, ben, ça se encore une fois, ce sont des leurres, en fait. Parce que c'est très vite son arrogance, en fait, qui va prendre le pas, sa condescendance, hein et il va se montrer agressif parce qu'il est souvent dans l'attaque, en fait. Et à un certain moment, il va devenir impossible à gérer parce qu'il vous pousse dans vos retranchements et puis surtout, il prend une certaine ascendance sur vous, finalement, après. Ah, il ne supporte pas qu'on le rejette. Oui, 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 effectivement, ouais, ouais, il supporte pas ça, hein et il veut que ça soit lui, en fait, qui rejette. Mais c'est quelqu'un qui vit en permanence dans l'angoisse, hein et que ce soit et il est beaucoup dans la valorisation. Par contre, essayez de mépriser, essayez de mépriser à votre tour, un manipulateur. Il va pas le prendre, hein. Là, il faut être fort parce qu'il a plus de tour dans son sac, hein. Ça, il est vraiment fort, hein. C'est pour ça qu'il faut pas se mesurer à si vous essayez de vous de lutter, de le contrer, sans stratégie, et beh, beh, vous allez il va vous anéantir, hein. Il sera toujours plus fort, hein. C'est pour ça que moi je ne conseille pas, hein, de se mesurer, hein, à une personne toxique, à un PN, en fait. Non, ça c'est très important, hein. C'est quelqu'un de prétentieux également, hein, c'est quelqu'un de prétentieux et il est incapable de ressentir ce qu'il ressent, donc voilà et il est complètement déconnecté de ses sentiments aussi. Alors c'est au départ, c'est ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'un enfant qui a été en surpro ça peut être causé par, une forme de surprotection aussi des parents aussi, hein, ça c'est des hypothèses aussi, hein, voilà. Mais l'hypothèse la plus, retenue, c'est l'amour conditionnel. Quand on donnait, à l'enfant un amour conditionnel et l'enfant ne se sait pas senti aimé, ne se sent aimé que dans certaines conditions, en fait et donc du coup, par exemple, quand il a des bonnes notes, quand il est performant, donc voilà et ça se complique encore quand les parents, en fait, ils ont des attitudes différentes. C'est-à-dire qu'il y a un qui va se comporter comme ça et un autre qui va plus dans l'amour conditionnel. Alors là, franchement, ça donne, en fait, des enfants qui n'ont pas vraiment de repères, en fait. Qui ne savent même pas en fait, des adultes après qui ne savent pas, qui savent pas sur quel pied danser, qui ne comprennent pas le monde même des adultes. En fait, les PL, ce sont des grands enfants, en fait, disons. Parce que qui sont restés au stade d'enfant au niveau et on dit que le PN en fait, il est resté bloqué, il est resté bloqué dans son enfance. Il n'a pas pu évoluer. Il y a eu quelque chose qui s'est passé dans l'enfance et il est resté bloqué. Et pourtant, par ailleurs, il a réussi, il a réussi à avoir, à passer, parce qu'il a développé des stratégies en fait, pour pouvoir, passer sous silence et à l'insu, personne ne s'est rendu compte. En général. Mais entre-temps, au passage, il a fait beaucoup de dégâts. Parce que si par exemple vous faites une enquête sur une personne que vous avez repérée, parce que généralement bah, on ne le voit pas tout de suite, hein, mais dans les autres services, c'est quelqu'un qui a fait déjà d'autres services et on le connaît déjà.
on le connaît. Donc souvent, il faut faire une enquête subtile, hein. Déjà, vous savez un peu à qui vous avez affaire, parce qu'il y a, mais les gens, en fait, les gens n'osent pas le dire, en fait. Les gens souffrent en silence. Ils choisissent de souffrir en silence. Parce que, encore une fois, la souffrance, c'est un choix, hein. Ils ont choisi de souffrir en silence et de ne rien dire. Donc, du coup, voilà. Ah, c'est très, très difficile, hein, de dire après, de dire à la direction, oui, mais c'est un pervers narcissique et tout ça, ça passe pas, ça. Ah, c'est un enfant, non? C'est un enfant, c'est un adulte qui est resté bloqué dans l'enfance, en fait. Donc, du coup, voilà, c'est un peu ça. Pour certains, au niveau, en tout cas, il a une immaturité affective, en fait. Donc, voilà. Alors, les personnes les plus exposées aux personnes toxiques, hein, je rappelle encore, ce sont des personnes qui sont candidats au changement de vie. Par exemple, ben, on voit ça souvent chez les quadras ou les quinquas, en mal de jeunesse, des fois, hein. Moi, je les vois, hein. Parce que, ou alors des personnes qui sont en pleine crise existentielle, donc ils ont un besoin impérieux de changer leur vie, et des fois, donc ils sont plus souvent, on va dire, vulnérables, parce qu'ils acceptent un peu tout, parce qu'ils croient, parce que des fois, ben, il y a pas de miracle, hein, mais ces gens-là qui sont en pleine crise existentielle, ben, croient souvent au miracle, en fait. Alors, les personnes les plus exposées, il y a aussi des personnes qui sont en situation de psychopathologique, qui ont. Alors, sachez que même dans en entreprise, puisqu'il y a aussi des personnes qui sont en situation de handicap, vous pouvez travailler avec une personne qui est soit schizophrène, euh, et qui a des pathologies, hein, que ce soit au niveau mental ou au niveau, et ça ne se voit pas, au niveau physique. Et donc, ce sont des personnes qui restent vulnérables, en fait. Les personnes qui ont l'angoisse, on appelle ça l'angoisse abandonnique. Tout à l'heure, je vous ai parlé des blessures de l'enfance. Et ça, qui ont justement cette blessure de l'abandon aussi, hein. Donc, on voit ça souvent. Donc, voilà. Donc, il y a donc des personnes qui sont victimes, des personnes victimes d'angoisse abandonnique, la peur du rejet, la peur d'être laissé, la peur d'être, voilà, tout ça, ça rend vulnérable, en fait, et on peut se mettre souvent dans des situations de soumission, voilà. C'est une forme de dépendance affective, hein, c'est ça, on peut caractériser ça par de la dépendance affective. Les victimes aussi, les personnes qui ont été victimes de traumatismes dans leur enfance et qui sont, sous le coup, plus marquées, parce que les traumatismes, hein, voilà, c'est vraiment quand on a eu des choses beaucoup plus dures dans son enfance. Ben ça aussi, ce sont des personnes qui ont été blessées très durement, blessées dans leur enfance, et qui peuvent être plus vulnérables aux personnes toxiques. Donc voilà. Et rappelez-vous aussi, je vous ai dit, dans la liste aussi, il y a ceux qui se culpabilisent sans cesse. Et voilà, il faut se débarrasser aussi de la culpabilité, parce que souvent, quand on se culpabilise, on est fragile aussi. C'est la porte ouverte aussi à, aux personnes toxiques, dans la mesure où c'est une faille, et les personnes toxiques le voient. Alors, sachez que les gens bien, retenez ceci, hein, les gens bien, ce sont les premières victimes des, des personnes toxiques. Parce qu'en fait, ils ne voient pas clair, ils voient pas, ils sont tellement, c'est une forme un peu de naïveté, parce qu'on ne voit pas, ils ne voient pas venir. Ils pensent que, par projection, que le manipulateur ne va jamais faire ce que eux-mêmes, ils ne vont pas faire. Donc, du coup, voilà. Et c'est pour ça qu'il y a une forme de naïveté, hein, et une forme de gentillesse aussi. Voilà, ça aussi. Alors, il faut cesser d'être gentil, il faut être plutôt vrai, comme le disait le livre qui s'appelle Eisenberg, en fait. Cessez d'être gentil, soyez vrai. Parce qu'en fait, il faut plutôt apprendre les règles, en fait. Voilà. Il faut être prudent, hein, donc prudent, connaître en fait les règles des relations humaines, hein, pour justement ne pas tomber dans une trop grande naïveté, hein. Et au contraire, il faut plutôt jouer la carte
de la prudence plutôt que de la méfiance. Il faut être vigilant, hein, mais pas se dire: «Oh là, quand je connais pas quelqu'un, ben, je le fréquente pas». Non, c'est pas ça, hein. Il faut juste faire preuve de prudence à ce moment-là. Alors, je vais rappeler encore les outils, hein, que vous pouvez avoir recours. Oui, il faut trouver le bon dosage, hein, Bouchra. Les outils de la contre-manipulation, hein, heu, pour les personnes, toxiques ou pathogènes. Alors, premièrement, bah, ce qu'il faut surtout, il faut abandonner ses croyances. Il faut arrêter de s'illusionner, hein, et avoir le courage, en fait, de ses préjugés, de ses croyances et pouvoir, savoir qu'on a des croyances, mais ce ne sont pas forcément la réalité. Donc il faut savoir, justement les délaisser, hein, pour arriver à quelque chose de beaucoup plus, réel, en fait, hein, et c'est là qu'on il faut entamer un processus de changement. Donc arrêter de croire, il faut se débarrasser de ces anciennes croyances, sortir de ce schéma, de schéma négatif, en fait. Ensuite, il faut identifier correctement le processus qui se déroule sous nos yeux. Décrypter les signaux, donc écouter son cœur, en fait, écouter ses émotions, hein, hein, ça c'est très important. Parce qu'il y a toujours des signes. Il ne faut pas faire fi des signes, hein. Il faut arriver à se faire confiance. Si vous ressentez quelque chose, il y a de fortes raisons que c'est ça. Moi, je dis souvent aux personnes qui viennent me voir, ben, ils me disent: est-ce que vous pensez que telle personne est manipulatrice ou pas? Et à partir du moment où vous avez l'intuition, mais écoutez, soyez vigilants, hein. Ça veut dire que vous avez ressenti les signes. Donc, voilà. Et après, ce qu'il faut aussi, en termes de, moi, je conseille de tenir le journal. Parce que là, vous allez voir, en fait, quand vous tenez un journal par rapport à une personne que vous avez, ça c'est un bon outil d'ailleurs qu'il faut avoir. Quand vous soupçonnez une personne, que vous avez ressenti les premiers signes, ben, vous achetez un cahier pour cette personne et vous commencez à écrire les choses. Et vous allez voir les récurrences, vous allez commencer à analyser, vous saurez en fait. Ça, c'est un bon outil en fait. Voilà. Soyez attentifs aux signes, quand vous continuez à ruminer, vous ramenez des choses à la maison, que vous commencez, vous perdez votre sommeil, ben, c'est le corps qui parle, les émotions qui parlent. Il y a forcément quelque chose en fait. Donc il faut déjà voir. Après, ce qu'il va falloir mettre en place, ça, de toute façon, vous n'allez pas pouvoir changer la personne toxique. C'est avec vous-même, vous allez mettre en place des choses. Mais vous saurez déjà vous prémunir, vous saurez déjà quoi faire, déjà vous protéger, mettre en place des attitudes contre-manipulatrices, mettre en place une communication appropriée avec cette personne en particulier, parce que vous êtes rendu compte, comme Tania le disait, quelqu'un qui vous commence à vous critiquer en pleine réunion, ben, ceci, et des fois on oublie vite, hein. Vous savez, l'être humain, il oublie vite. Donc, quand vous écrivez ça et vous revenez dessus, ben, vous vous rendez compte que c'est récurrent. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez mettre en place quelque chose là. Parce que c'est pas vous, en fait. Et déjà, en fait, le fait d'écrire, c'est un très bon outil également parce que ça va vous libérer aussi. Libérer vos émotions aussi. Vous allez vous décharger. Et qu'est-ce que ça fait encore, l'écriture? Ça vous empêche de ruminer, d'avoir tout ça en tête. Parce que quand on rumine, quand on garde en tête, eh ben, c'est pour ne pas oublier. Vous savez, on a toujours tendance à redire parce qu'on ne veut pas oublier. Alors, tandis que quand vous écrivez, vous savez que c'est quelque part. Et l'information est quelque part. L'information est disponible. Et là, vous pouvez dégager ça de votre esprit, de votre tête, en fait. Parce que, parce qu'en fait, quand vous répétez en boucle quelque chose ben, que fait le pervers, la personne toxique, eh ben, vous n'êtes pas bien. Ça vous change et il continue à agir sur vous. Donc ça, c'est très important pour pouvoir écrire, en fait. Il faut aussi savoir laisser de côté son ego, hein. Souvent, c'est une question d'ego aussi, hein, moi, avec, et de ne pas chercher des solutions toutes faites, hein, des solutions pour contrecarrer, hein. Il faut aussi accepter des fois son impuissance aussi, hein. Parce que c'est une question d'ego, hein. Tout à l'heure, quand vous me disiez là dans le chat, ben, est-ce que c'est un peu capituler, c'est se soumettre, tout ça? Mais non, hein. Faire silence, ne rien dire, c'est même une force en fait. Il faut savoir utiliser, hein, le silence aussi. On dit souvent que la parole est d'argent, mais que le silence est d'or, hein. Et ça, c'est vraiment important, hein, aussi, hein. Faut utiliser le silence, hein. Ne pas être trop rigide, parce que souvent on est dans la perfection. Alors une des choses en fait qui montre qu'il y a un problème des fois d'estime, c'est ce perfectionnisme-là. On veut toujours être parfait, hein. Et ça, c'est une porte ouverte aussi aux personnes, toxiques parce que
il voit enfin, il sait interpréter. Hein. Rappelez-vous, il a appris ça très tôt. Non, le silence, en aucun cas, le silence ne peut pas être pris pour. Il faut les bons silences. Hein, mais ça ne peut pas être pris hein, pour. Parce qu'il y a des moments où il vaut mieux se taire. Qu'est-ce que vous voulez exploser? Vous voulez répliquer? Vous voulez surenchérir dans l'agressivité? Ça, je ne vous conseille pas ça. Au contraire, faire des silences et prendre acte, en fait. Et aller écrire dans votre cahier pour vous décharger. Mais le silence, c'est pas une forme de violence, c'est pas une faiblesse, en fait. Hein. Il ne le voit pas comme ça. En fait, il le traduit plutôt comme de rejet, comme de l'ignorance, en fait, quand vous ne dites rien. Parce que quelque part, quand vous faites silence, vous lui montrez que, en fait, c'est lui, en fait, qui croit ça. Mais vous, en fait, ça ne vous fait rien, en fait. Vous êtes complètement imperméable, en fait. Et vous le glissez entre les mains, en fait. Vous n'avez pas de prise, en fait. Et au contraire, c'est une force, hein, le silence. Hein. Oui. Utiliser le silence, c'est un outil hein, aussi, hein, qu'il ne faut pas négliger. Donc, il ne faut pas être trop rigide avec vous-même. Quand vous avez un comportement trop rigide, vous êtes dans le perfectionnisme. Il faut un perfectionnisme, mais un perfectionnisme modéré. Il ne peut pas surenchérir avec le silence. Ben oui, il peut surenchérir. Ben oui, il peut surenchérir. Mais vous devez résister et ne pas s'occuper. Voilà. Pourquoi vous donnez du crédit si vous savez qui vous êtes, en fait, vous ne pouvez pas donner du crédit à la personne qui est toxique, en fait. En fait, ce qu'il pense ou ce qu'il dit, mais en fait, ça retire rien en vous, en fait. Quand vous connaissez vos valeurs, ben, ça vous touche pas autant, en fait. Est-ce qu'il peut avoir des amis? En général, ce qu'on voit chez les pervers, c'est les personnes toxiques, ils rechangent souvent d'amis. C'est toujours des nouveaux amis. Parce qu'à partir du moment où on voit clair dans leur jeu, les gens s'éloignent, en fait. Donc, il a des amis, mais ce sont toujours des nouvelles personnes. Est-ce qu'il faut acquiescer? Alors, faire silence, c'est pas acquiescer. Hein. C'est pas acquiescer. Hein. Quand on fait silence, on n'acquiesce pas pour autant. Il faut utiliser aussi des techniques hein, de contre-manipulation où il faut communiquer en disant le moins de c'est ton opinion, voilà, c'est ton avis. Il faut utiliser ça aussi. Hein. Il faut utiliser des techniques comme le disque rayé. Il y a d'autres techniques aussi au niveau de la communication qu'il faut employer. Mais il faut utiliser aussi la communication à bon escient. Et le silence, ça, c'est aussi un outil aussi qu'on peut utiliser. Mais il faut l'utiliser à bon escient, savoir où, à comment, quand est-ce qu'il faut plutôt se taire plutôt que de parler. Mais on n'inquiète pas. Au contraire, en fait, on file entre ses pattes, hein, finalement. C'est ça, en fait. Ah, ils font beaucoup de sous-entendus et quand on répond, on passe pour quelqu'un. Mais en fait, c'est son avis, en fait. Si quoi que vous êtes susceptible. Au fond, si vous ne savez pas que vous êtes susceptible, il peut penser ça. Il fait des sous-entendus. Vous ne pas. Là encore, vous ignorez ces sous-entendus. Est-ce qu'il faut lui poser des questions quand il est chef? Ça dépend de quelles questions. Oui, il faut poser des questions. Mais ça dépend. Là encore, ça dépend. Ça dépend de quelles questions. On ne va pas lui demander, mais pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes aussi méchant? On ne va pas lui dire ça. Et effectivement, hein, il y a beaucoup de turnover aussi hein, là où il y a de la souffrance, là où il y a des personnes toxiques. Parce qu'en général, les gens partent. Il faut surtout savoir discipliner ses émotions. Hein. Donc, du coup, ne pas tomber dans l'agressivité, ne pas tomber dans la surenchère, l'apitoiement s'apitoyer sur son sort, en fait. Mm. Ouais, c'est vrai qu'on voit beaucoup de turnover. Alors, elles partent quand elles peuvent, car en 2021, c'est compliqué. Je n'ai pas trop compris. Hein. Donc, voilà. Et sachez que c'est une personne qui souffre avant tout, hein, et qui est angoissée, et qui a mis en place des moyens pour survivre. Et quand on sait ça, on sait que la personne, on est plus dans la compassion, en fait.
Et c'est pour ça que c'est important. Parce que, et c'est une manière, là encore, c'est une manière de voir les choses, de percevoir les choses. Et à partir du moment où on sait qu'en face de nous, on a quelqu'un qui souffre, et on va être plutôt dans la compassion. Et on ne va pas considérer les choses de la même manière. Et ça aide énormément, en fait. Et tout, alors, la compassion, c'est souvent un levier, en fait, très puissant qui peut nous faire faire des changements, en fait, et ne plus considérer les choses de la même manière, en fait. Oui, pourquoi leur donner du pouvoir? Ben justement, quand vous occupez d'eux, c'est que vous leur donnez du pouvoir, en fait, hein. C'est vous qui leur donnez leur pouvoir. Mais si vous arrêtez de leur donner du pouvoir, du crédit, ben là, en fait, ce qu'il va faire, il va pas changer la personne. Le manipulateur, il va pas changer, mais il va changer le poids. Et ce sera plus vous, en fait. Parce que vous nourrissez pas son angoisse. Parce qu'il a besoin de nourrir, en fait, son angoisse. C'est ça qu'il cherche, en fait. Il a besoin de vous pour exister. Il a besoin d'une victime pour exister. Et en fait, vous faites la paire. Parce que là où il y a un pervers, une personne toxique, un pervers narcissique, eh ben, il y a forcément une personne, comment dirais-je, une personne victime dans les parages, en fait. Parce qu'on donne souvent le flanc au pervers, en fait. Et ouais, vous avez alerté le syndicat et il a sauté la semaine dernière. Et effectivement, quand on est une force, on peut lutter contre. Mais il ne faut jamais l'attaquer en frontal. Si vous arrivez à faire bloc, c'est souvent comme ça que ça marche, en fait. Si tout le monde est d'avis que ben, c'est une personne qui fait des dégâts, ben, c'est souvent là. Mais, mais en fait, il s'attaque à des personnes individuelles. Et personne ne sait, en général, que cette personne est en souffrance. Et généralement, c'est vraiment après coup, la personne vous dit oui, mais moi aussi, il m'a fait souffrir. Moi aussi, j'ai souffert de ce comportement-là. Moi aussi, il m'a fait souffrir. Et on apprend ça longtemps après, alors quand c'est fini. Quand vous-même, vous avez trouvé des solutions, d'autres moyens, vous êtes parti, hein, que vous rencontrez un autre collègue depuis longtemps. Souvent, c'est comme ça que ça se passe. Hein, parce que personne n'ose dire. Parce que cette tendance à se culpabiliser et à croire que c'est soi-même le problème. On va pas, voilà. C'est très difficile, en fait. C'est très pernicieux. Et effectivement, hein, c'est après plusieurs années de dégâts. Hein. Souvent, c'est jamais. Ben oui, hein, c'est que entre temps, il y a eu énormément de dégâts. Hein. Quand on arrive à là, souvent, si vous attendez sur les syndicats pour faire quelque chose, vous allez attendre longtemps. Donc c'est pour ça il faut prendre en charge soi-même. Mais c'est souvent 10 ans, 20 ans après. Hein. Donc voilà. Et ce qu'il faut aussi, comme outil aussi, c'est s'affranchir de tout jugement. Et, et pour ça, ben, voilà, il faut pas juger soi-même, en fait. Alors, retenez cette phrase-là de Jean Anouilh. Il a écrit au combat, tout le monde a peur, mais la seule différence est dans la direction que l'on prend pour courir. Au combat, tout le monde a peur, mais la seule différence est et dans la direction que l'on prend pour courir. Et souvent, on dit que bah, des fois, il faut fuir, des fois, il ne faut pas résister. Hein, il faut savoir quelle direction on prend, en fait. Ce qui est important, c'est savoir comment on va composer. Parce que chaque cas est particulier, en définitive, en fait. Parce que je vous donne des techniques au niveau général, mais il faut savoir que vous devez travailler d'abord sur vous et que chaque cas est particulier. Il y a des attitudes, des comportements qu'il faut adapter en fonction des circonstances, en fonction de la personnalité. Parce que en général, ben, il n'y a pas un manipulateur qui se ressemble. Hein. Ils ont des structures identiques, mais il y a des particularités, il y a des spécificités aussi. Pour pouvoir lutter aussi contre ben, justement les personnes toxiques, il faut en quelque sorte se réconcilier avec l'adversité. Il ne faut pas avoir peur de l'adversité. Souvent, les gens ont peur du conflit. Et quand on a peur du conflit, parce que souvent on se dit, bon, mais en fait, c'est pas grave, et on laisse passer. Souvent, c'est parce qu'on a laissé passer des choses, en fait. Parce que ça commence comme ça. Quand il y a ça commence par une première critique, un premier manque de respect. Et vous ne dites rien. Parce que vous pensez que ben, c'est pas très grave, ça va passer. Eh bien non, ça passe pas. Et c'est là qu'il faut vraiment marquer d'un coup, au risque de tomber dans un conflit. Et souvent, on a peur du conflit. Il ne faut pas avoir peur du conflit. Il faut se réconcilier avec l'adversité.
Parce que souvent, on laisse passer des choses par peur de tomber en conflit. Et donc, du coup, on laisse passer. Mais c'est très tôt qu'il faut justement, s'il le faut, hein, frapper du poing sur la table pour dire. Alors, c'est une image hein, quand je dis ça. Il faut jamais, en aucun cas, il faut être. Il faut pas. On peut être en colère, mais il ne faut pas être agressif. Faut le dire. Et souvent, par manque d'estime de soi-même, on va passer sur les choses. On va pas dire, on va pas dire ce qu'on pense réellement. Et une personne qui s'estime va dire, mais non, moi, on ne me dit pas ça, on ne me fait pas ça. Et c'est très tôt qu'il faut s'affirmer, en fait, avec le pervers. Et là, à ce moment-là, il va comprendre que vous n'êtes pas une proie. Donc, il faut oser. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment s'affirmer. Il faut savoir s'affirmer et ne pas avoir peur du conflit, de tomber dans le conflit. Et souvent, on voit ça chez les personnes qui ont peur du conflit. Et pourquoi on a peur du conflit? On évite le conflit. Ben, on a peur de ne pas être aimé, en fait. Derrière ça, c'est encore ce besoin d'amour, hein, ce besoin de reconnaissance encore. Qui a peur du conflit ici? En général, on évite le conflit, on est dans l'évitement. Souvent, je vois ça souvent, en fait. Hein. Mais ça, ben, il faut apprendre à s'affirmer, en fait. En fait, c'est une porte ouverte dans le sens où, quand vous ne donnez pas vous ne vous affirmez pas. En fait, le message que vous envoyez à l'autre, c'est que, ben, fais, agis à ma place. Je ne suis pas importante, en fait. Ok, donc c'est pour ça Après, je vois, ça avait perdu tout le monde, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de nous rejoindre. Alors, et entre-temps, ah, voilà, c'est important. Alors, moi, en fait, le meilleur conseil que je peux donner, justement, c'est apprendre à s'éloigner des personnes toxiques. On n'est pas obligé d'avoir des. Au travail, on n'a pas d'affinité avec tout le monde. Donc, vous évitez hein, des moments de partage, de convivialité avec ces personnes-là. Voilà, vous êtes obligé hein, de rester longtemps et vous restez dans un cadre strict professionnel. Hein. Ça permet de vous protéger parce que voilà, si vous sentez que vous êtes encore que vous l'avez pour éviter en fait d'entendre ce qu'il dit de vous, bah, la meilleure façon c'est de l'éviter. C'est important, je veux dire encore, de se connaître. Il faut prendre de la distance, prendre de la hauteur. Hein. Éviter de parler de votre vie privée. Ça aussi, c'est quelque chose de très important aussi. Hein. Souvent, moi, je suis toujours surprise de voir comment les gens, même les gens ne se connaissent pas, mais commencent à dévoiler, à parler de leur vie privée. Ça, c'est quelque chose qu'on peut, on peut se servir de ça contre vous assez rapidement. Et souvent après, parce que comme vous ne voyez pas venir les personnes toxiques, souvent après, je vois des gens en pleurs qui disent ah mais moi j'ai parlé de choses intimes à cette personne-là dans le premier temps parce que je fais confiance, j'avais l'impression que c'était un ami, cette personne-là connaît tout de moi et là du coup on regrette. Voilà, donc il faut faire attention. Hein. Alors, un chef, on ne parle pas de son intimité avec son chef, de toute manière. Voilà. Donc, vous restez dans les. Avec le chef, il y a une manière aussi de communiquer. Il faut s'affirmer, on peut s'affirmer aussi avec son chef. Parce que s'il voit que vous êtes dans l'affirmation, ben, vous serez pas sa proie. On a toujours besoin de bouc émissaire dans une société, dans une organisation. Ben, ne soyez pas ce bouc émissaire, c'est tout simplement ça. Il faut avoir un mental pour dire que voilà, mais moi, je ne serai pas ce bouc émissaire-là. Parce que souvent, c'est ça aussi. Hein. Apprenez à écouter votre voix intérieure. Hein, encore une fois, hein, votre intuition. Faites-vous confiance. Hein, faites-vous confiance. Hein, message de votre corps, de vos émotions. Alors, je suis en train de reprendre. Hein, ne vous isolez pas. Hein, surtout. Là, parce que ce sont les outils que je vous donne aussi pour vous libérer d'une personne toxique. Hein. Ne vous isolez pas. Ne soyez pas dans la tête vous-même. Hein. Faire en sorte de ne pas être seul. Et toujours avoir une tierce personne, en fait. Et évitez de réagir avec colère. Gérez vos émotions, votre agressivité. Vous avez le droit d'être en colère, mais pas, vous ne devez pas être agressif. Et surenchérir dans une escalade d'émotions. N'ouvrez pas votre cœur à n'importe qui hein, au travail. Hein, voilà. Moi, je dis toujours, on n'est pas là
pour se faire des amis. Et moi, au travail, ce que je disais souvent, et ça choquait un peu, hein, je dis: «Je suis pas là pour être aimé, je préfère qu'on me respecte. Je préfère la dignité à l'affection, à l'amour, en fait». Et ça, c'est ça que je vous conseille, il faut préférer sa dignité. Si à chaque fois que votre dignité est bafouée, rappelez-vous ça, en fait, hein. Préférez toujours votre dignité à l'amour. Et c'est même pas de l'amour, en fait, hein, c'est un semblant d'amour. Hein. N'allez pas aller chercher une forme de reconnaissance. Et pour ça, il faut déjà avoir une bonne estime et s'aimer soi-même, en fait, pour ne pas tomber là-dedans. Euh, Rappelez-vous que certaines choses ne vous concernent pas. Là encore, ne soyez pas dans la personnalisation. Hein. Et donc, de toute manière, quand on vous fait une critique, la critique doit se faire en aparté. Et pareil, hein, quand vous faites une critique aussi, c'est en aparté. À partir du moment où les personnes vous critiquent devant les autres, ben, là, il faut se faire respecter. Hein, là, faut frapper du point de la table et dire voilà, hein, ça ne concerne pas les autres. Il faut le dire, hein, même si c'est votre patron qui vous fait ça en pleine réunion. Oui, on n'est rien sans dignité, hein, je suis tout à fait, hein. Moi, je préfère être respecté, hein, c'est ça, hein. Je préfère être respecté qu'aimé. On n'est pas là pour avoir des amis au travail, hein. Et de toute façon, on ne peut pas être ami avec tout le monde. On peut avoir des affinités, effectivement, avec certaines personnes au travail, mais on n'est pas là, on cherche pas d'amis. Si ça se trouve, c'est quand on ne cherche pas qu'on trouve des amis. Voilà, donc ensuite, privilégiez la dignité à la gentillesse. Apprenez à dire non. Donc affirmez-vous, vous existez, donc affirmez-vous. Hein. Il y a des techniques aussi pour s'affirmer, mais avant tout, là encore, il faut travailler l'estime de soi, hein, parce que l'estime de soi, c'est la base de tout, hein, pour apprendre à s'affirmer. Et ça a souvent des racines très profondes, hein, quand on n'arrive pas à dire non. Mais il existe des techniques et justement pour prendre de l'assurance et pour dire non aussi. Ne soyez pas dépendant des autres. Souvent, c'est parce qu'on est dépendant aussi des autres. Qui On est dépendant des autres et on met un petit peu, je veux dire, encore une fois, son plaisir dans la poche de quelqu'un, hein. Donc il faut pas être dépendant des autres au travail, dépendant, parce que la personne qui va vous sentir en dépendance, bah, va aussi profiter. Évitez de vous justifier, hein, de justifier en tout cas certaines actions, hein. Ne soyez pas la personne qui se justifie à tout bout de champ, hein. Il y a certaines actions qui ont besoin d'être justifiées, mais pas toutes les actions. Mais je vois souvent les gens sont toujours en permanence en train de justifier leurs actes. «J'ai fait ça pourquoi? J'ai fait ça parce que» non, ça montre que vous n'êtes pas assez, sûr de vous et là encore ça laisse la faille aussi. Alors, il faut se libérer de sentiments, comme la culpabilité, la honte. La culpabilité, on l'a vu tout à l'heure, c'est le fait de toujours se sentir coupable de choses qu'on n'a pas fait et pire encore, la honte. La honte, c'est quand on n'a même pas fait des choses, mais on a honte, hein. On a honte pour les autres. L'angoisse aussi, donc l'angoisse d'abandon, hein, aussi, hein. Toute forme d'angoisse qu'on a, il faut aussi se libérer. C'est pour ça qu'il faut faire un travail sur les émotions. La haine. Alors, souvent, ce que je vois aussi, c'est que c'est des gens qui me disent systématiquement, «Mais j'aime pas un tel, j'aime un tel, j'aime pas». Ah, c'est quoi ça? Vous n'êtes pas là encore une fois pour aimer, il faut pas être dans la haine en fait. Hein, quand quelqu'un vous fait, quelque chose que vous n'appréciez pas, si vous restez dans la haine, c'est pas bon ça du tout parce que vous gardez de l'amertume, du ressentiment, du dégoût par rapport à la personne et ça en fait, ça continue à faire encore un travail tout à fait négatif sur vous quand vous êtes dans la haine. Donc non, la personne peut penser encore une fois ce qu'elle veut, mais ça ne vous concerne pas. Donc il faut pas être dans la haine, mais il faut aussi surtout, il faut aussi souvent être dans le pardon, hein, parce que souvent c'est aussi des maladresses, n'oubliez pas ça, des maladresses, des malentendus, hein. En tout cas, ne laissez en aucun cas personne vous bousculer au travail, pas même votre patron en fait, il n'a pas le droit. J'ai l'impression quand je vois, certaines personnes qui me parlent, je suis quand même effaré de voir, l'ascendance qu'un patron peut avoir, sur ou un manager, hein, sur un salarié. Et ça, et on se laisse bousculer, maltraiter, malmener à tout bout de champ
Et il faut pas, je sais pas, pourquoi un travail peut faire autant, souffrir? C'est parce qu'on est accepté qu'on soit malmené, en fait. Et ça, il faut pas en aucun cas, hein. Il faut le dire. Il y a toujours moyen pour le dire. Et au passage, la CNV peut, voir dire les choses. Il y a aussi, il y a pas que la CNV, il y a une autre méthode qui s'appelle aussi l'analyse transactionnelle aussi, connaître les différents états de moi, hein, pour parler, avec toujours à l'adulte de l'autre. Ça aussi, c'est un outil aussi qui peut permettre d'avoir une bonne communication, même avec son patron. Alors, savez-vous comment on dit non à son patron? Parce que vous devez pouvoir dire non, mais vous pouvez dire non aussi à votre patron. Comment on dit non à son patron? Vous voulez savoir? Oui. Ah, démissionner? Alors là, c'est virer son patron, ça. C'est pas la même chose. Mais quand vous voulez dire non, imaginez-vous, par exemple, vous êtes sur le point de partir et votre patron vous dit, il a tout le temps la manie de vous ramener un dernier dossier qu'il a besoin pour hier, en fait. Et alors que vous avez votre heure pour sortir, pour partir, en fait. Et il le fait constamment, en fait. Alors, il y a plusieurs techniques, hein, qu'on peut utiliser, mais il existe quelque chose de radical, en fait. Bon, déjà, vous pouvez très bien lui dire, utiliser la CNV en lui disant, à chaque fois, à chaque fois, c'est un comportement récurrent. Donc à ce moment-là, vous lui dites, oui, moi j'aime bien j'ai remarqué que vous me donnez tout le temps du travail au dernier moment, mais moi, sachez que j'aime prendre mon temps et vous donner, faire un travail de qualité. Alors, bon, j'aurais préféré que vous ne me donniez pas de travail au dernier moment. Ça, vous pouvez le dire comme ça, mais il risque de continuer encore, hein. Donc, et là, quand on dit non à son patron, ben, on le regarde dans les yeux, sans se justifier, en fait, et on dit non. Il faut pas se justifier. Il faut le regarder avec des yeux, mais vraiment, hein, comme si vous êtes désolé. Je dis: «Je suis désolé, je ne peux pas». Ça s'appelle le disque rayé. Et là, il va se dire: «Quoi? Ah, je l'ai fait, hein». Et comme en général le patron, il a pas l'habitude qu'on lui dise non, il est surpris, il est choqué et vous lui dites encore: «Je suis vraiment désolé, mais je ne peux vraiment pas». Mais non, mais c'est quand vous avez de bonnes raisons, hein. Là, vous avez de bonnes raisons. Vous dites: «Je suis vraiment désolé, je ne peux vraiment pas parce que sous prétexte vous avez votre enfant qui est à la crèche, vous allez pas continuer à faire, non, et s'il continue tout le temps, donc il faut lui expliquer. Voilà, c'est important de lui dire que vous avez besoin de faire un bon travail, que vous préférez travailler pas dans l'urgence, mais dans toute quiétude, parce que ce travail-là mérite du temps. Il faut lui dire, hein, c'est s'affirmer, en fait. Et s'il insiste, il faut lui dire, parce que vous avez votre enfant à aller alors je dis pas qu'il faut prendre des prétextes, mais à ce moment, il faut oser le dire. Voilà. Donc il faut pas il ne faut pas se confier à tout le monde. Il faut évaluer vos relations, même au travail, il faut les qualifier, parce que souvent, il faut les qualifier avant d'avoir des affinités, avant de faire venir, un collègue chez vous, il faut s'assurer quand même, hein. Alors, voilà, et puis surtout, il faut pardonner, voilà. Alors rappelez-vous encore ceci, on n'attaque jamais la force. Et que les manipulateurs ne manipulent pas n'importe qui. Donc du coup, il faut vraiment faire un travail sur vous-même pour que vous ne soyez pas la proie du manipulateur, hein. Donc ça c'est très important à savoir, hein, et qu'on vous choisit. Il faut pas qu'on vous choisisse vous, hein. Parce que le manipulateur, il a toujours besoin d'exister, quoi qu'il en soit, il aura toujours besoin de personnes autour de lui. Donc mais ne soyez pas, heu, ne soyez pas sa proie, et au contraire, renforcez-vous, hein, pour ne pas laisser de porte ouverte, ne pas avoir de failles, voilà, ni de faiblesse, et surtout, sachez une chose aussi, que alors même si vous êtes victime de manipulateurs, et même si vous rencontrez un manipulateur, en fait, c'est pas si grave que ça. Parce que véritablement, tout ce qui ne tue pas se fait grandir, au contraire. Parce que vous avez devant vous une belle opportunité pour faire un travail sur vous, pour changer. Et je vois souvent, en fait, les gens, après, se rendre compte qu'en fait, tout ce que le manipulateur a fait, dans
dans leur vie, en fait, c'est justement qu'ils puissent progresser, savoir mieux se connaître, en fait. Et c'est vraiment quelque chose d'important, d'utile, en fait, même, de rencontrer un manipulateur. Parce que quand vous rencontrez un manipulateur et que vous avez été la proie de manipulateur, alors définitivement, vous savez comment vous y prendre et c'est plus jamais ça après. Parce que là, et véritablement, on souffre tellement qu'on se dit qu'il faut faire quelque chose de toute manière. Souvent, c'est à cette occasion-là que je vois souvent des gens venir me demander mon aide pour pouvoir s'en sortir. Et là, c'est une belle opportunité pour travailler encore sur eux, en fait. Parce que rien ne peut justifier la manipulation, la maltraitance au travail. Alors, ben voilà. Je ne sais pas si vous voulez que je continue, mais je pourrais encore continuer, mais je vous laisse pour me poser des questions. Si tu veux, Lydia, je peux aussi proposer un exercice aujourd'hui sur l'outil. Oui, moi je vois pas Hem, d'inconvénient s'il y a Ça des peut, bah, c'est un petit outil, hein, qui peut vraiment aider, au quotidien, je pense pour, quand on est face à une personne, manipulatrice. Donc ça rejoint un peu l'idée, que tu n'importe as quoi, évoquée tout pardon. à Ah l'heure, oui. voilà, je suis là, que tu as évoqué tout à l'heure du cahier, de notes où on va vraiment noter factuellement ce qu'on vit. Mmh. Cet exercice ou cet outil s'appelle la corbeille relationnelle, donc je pense que tu connais déjà, ça a été développé par Jacques Salomé qui est un superbe écrivain, qui a écrit beaucoup de choses sur la communication non violente. Et en fait, l'idée, c'est d'écrire sur un bout de papier, tout ce qu'on a entendu dans la journée de la part d'une mauvaise enfin, d'un manipulateur ou de la part de son manager. Ça peut fonctionner même avec des personnes qui ne sont pas forcément toxiques, mais qui Mmh. peuvent nous faire des Des personnes retours, difficiles. parfois, voilà, de la critique, de tout écrire sur un papier et puis de déchirer le papier, enfin peu importe, de le plier, de le déchirer, puis de le mettre dans une poubelle. Donc c'est vraiment symbolique, mais en même temps ça fait qu'on va se libérer un peu de ce qu'on a entendu et qu'on va pas forcément ruminer, ruminer, ruminer et puis, garder cette charge négative. Donc ça, c'est un petit exercice à appliquer au quotidien qui va peut-être un peu rejoindre, tout le travail de fond que tu dont tu nous as parlé ce soir. Mmh. Voilà. Après, effectivement, il existe énormément d'outils qu'on peut utiliser, hein. Heu Effectivement, moi, je trouve que le meilleur outil, c'est aussi d'écrire et d'en parler aussi, donc ça sert énormément. Il faut utiliser cet outil-là. J'avais écrit un article de blog, hein, d'ailleurs, que j'avais donné pas mal d'ar donc du coup, que je vous n'hésitez pas à aller lire les articles, parce que les articles de blog aussi, il y a énormément d'outils, des techniques, parce que j'aurais pas le temps de tout développer, hein, mais il existe énormément d'outils au niveau de web, mais j'ai quand même, et il en existe pas mal déjà dans les articles que j'ai pu, écrire. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Se faire harceler, ça peut donner une force incroyable, je trouve. Et effectivement, Alexa. Et c'est quand est-ce qu'on aura le harcèlement? C'est demain, je pense? Oui, c'est demain. Voilà. Avec, on aura donc avec Laetitia Dénéa qui est juriste, qui va aussi, vous donner l'aspect juridique en fait, parce qu'on a aussi besoin des fois recourir à l'aspect juridique, hein, malheureusement, en cas de harcèlement. Et voilà, donc j'ai invité Laetitia pour nous parler de tout ça, pour que vous connaissiez vos droits et que vous sachiez en toute connaissance de cause quels sont les outils que vous pouvez aussi utiliser en matière que le législateur a mis à votre disposition aussi. Mais bon, voilà, c'est pas gagné. Parce que le harceleur, ça fait partie aussi d'une personnalité toxique. Voilà. Mais c'est aussi un volet parce que on peut, voilà, on va en parler, on va en discuter demain aussi. Oui, merci, Alexandra qui va nous laisser, hein, qui nous dit à demain pour la prochaine conférence parce que là, effectivement, il est 22h22. Tiens, c'était la même heure qu'hier, hein. J'étais 22 aussi, comme par hasard. Je devrais vous laisser. OK, Alexandra. Bouchra et 3 autres personnes sont en train d'écrire, je vous laisse écrire. Hem, Bouchra aussi va Bouchra nous non? Oui? Oui, OK, très intéressant et enrichissant. Bonne soirée à toutes, Bouchra vous fait un coucou, hein, pour partir, hein. Merci Bouchra, à demain. Et Dri est arrivé en cours de route, mais c'était très intéressant. À demain. Alors vous avez terminé, donc effectivement, OK, et Seb est en train d'écrire, alors on va voir ce qu'il merci beaucoup Lydia, Seb, merci, Seb. Est-ce que vous avez encore d'autres questions?
Je peux répondre, je peux encore prendre quelques questions. Sinon, sinon, si vous avez des questions, si vous avez encore des interrogations, vous pensez être armé maintenant pour faire face aux mieux armé en tout cas pour faire face aux personnes toxiques? Est-ce que vous pensez être plus armé, avoir appris des choses? Oui. Juju, merci. Oui. Héloïse, oui. Tania, je suis armée. Evita, oui. Dri, peut-être. Ah ouais, ben Dri, vous avez pris en cours de route, c'est ça aussi, hein? Mmh. Donc voilà, hein. Vous pouvez me retrouver aussi sur le blog aussi, il y a pas mal de et puis il y a pas mal de d'outils et puis je vais vous envoyer aussi des outils aussi dans le document italien qui dit, que la rencontre avec un manipulateur l'a beaucoup aidée parce que ça l'a forcée à admettre qu'elle avait des choses à régler, qu'elle avait un manque de confiance et ouais, effectivement et qu'il faut travailler ça. On prend conscience, vraiment vous pouvez pas savoir comment, en fait, une personne toxique vous rend service. Mmh. On a souvent l'impression que ça va, et on se demande pourquoi, mais en fait, c'est une force, en fait. Et on est plus fort après, effectivement. Et on peut résister aussi en restant très professionnellement, finalement, et en restant focus. C'est une question? En restant focus, parce que oui, il faut surtout rester professionnel, oui, effectivement, ne pas gérer ses émotions, là encore, hein, c'est très important. Ouais, ouais, c'est vrai. Toujours revenir au cadre professionnel. Ça, c'est important. Toujours revenir. Toujours remettre dans le cadre, remettre dans le cadre professionnel. Ça fait que ça, c'est une bonne technique aussi pour recadrer les choses au niveau, par rapport aux pervers ou à toutes les personnes toxiques au travail. Voilà, voilà, voilà. Alors, si vous n'avez plus de questions, on va clore cette session-là de conférence, hein. Merci beaucoup pour tout, merci pour tout, hein, pour vos encouragements, parce que je vois quelqu'un qui pleure, je sais pas pourquoi, hein. Je pense pas faire pleurer, hein. Pleurer de joie peut-être, oui, oui, effectivement, oui. OK, merci, merci.